Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Pour commencer, donc au niveau du format, juste pour recadrer, on est sur une demi-heure de discussion et d'échange où je vais poser des questions à Julien, avec la thématique de ce soir qui est effectivement les tests utilisateurs. Et on va accorder 10 minutes à vos questions. Donc n'hésitez pas, s'il y a des points que je n'ai pas soulevés, à les garder en tête pour après lui poser des questions directement. Soit maintenant, soit effectivement, comme disait Jordan, autour des chips à la fin du meet-up. Donc Julien, ravi de t'avoir déjà. Merci. Est-ce que tu peux nous dire, donc on sait que tu travailles chez Adobe, mais concrètement tu travailles dans quel service et vous êtes une équipe de combien de personnes? Donc effectivement, je travaille chez Adobe, ça fait maintenant 3 ans et demi. Et je bosse sur Adobe Stock, donc qui est une banque d'images, suite au rachat de Photolia. On est 150 personnes, donc on compte les techs, le produit, le marketing et les designers. Et dans l'équipe design, on est 7 ou 8, je ne me souviens plus du chiffre exact. Et je suis le seul designer à Paris. Tous les autres, ils sont où? Tous les autres sont à San Francisco. Ok, d'accord. Ça, c'est pour le contexte. Donc, thématique test utilisateur. Moi, la première réaction que j'ai eue, c'était, donc j'ai bossé dans pas mal de boîtes différentes sur la partie produit. Mon réflexe a été de dire, test utilisateur, est-ce que c'est vraiment obligatoire? Et est-ce que je dois me sentir coupable si dans ma boîte, on n'en fait pas? Donc, j'ai envie de te poser la question, est-ce qu'on peut ne pas en faire et ne pas se sentir coupable? Donc c'est la question la plus compliquée. Donc on commence par celle-ci, c'est parfait. Non, il ne faut pas se sentir coupable. Je pense que cette année, moi j'en ai réalisé 2. On est quasiment à la fin de l'année. Donc c'est pas beaucoup. Donc non, il ne faut pas se sentir coupable. Et j'ai oublié le reste de ta question. Bon, c'est ça, ouais, le sentiment de culpabilité. Donc j'enchaîne sur 2 en un an. C'est un peu... on a une liste de questions, j'enchaîne sur celle-là parce que ça m'intéresse. Est-ce que c'est pas trop peu quand on fait des tests utilisateurs? Est-ce que ça renvoie pas justement à ce qui peut être une perception en interne de les tests utilisateurs, c'est long, ça coûte cher, c'est compliqué à mettre en place? Trop peu, non. Je travaille sur 2 sujets essentiellement. Donc j'ai fait 2 tests utilisateurs sur ces 2 sujets qui nous ont apporté les feedbacks et les retours dont on avait besoin et qui nous ont permis ensuite de shipper ce que l'on voulait shipper finalement. Est-ce que tu peux expliciter, parce que tu m'as dit ça en off, mais je pense que ça intéresse tout le monde. En gros, la problématique, c'était en fait de transitionner les utilisateurs de Photolia vers Adobe Stock, avec une problématique évidemment qui est un enjeu business derrière. Taux de conversion au départ qui était de 0,22% des utilisateurs qui passaient de Photolia à Adobe Stock en mode j'ai absolument pas envie de rejoindre ton service. Alors, quelle a été la démarche? Pourquoi le test utilisateur déjà? Et quel a été le résultat final? Donc là, on vient juste de lancer la V3 de la migration. Il y a mon project manager qui est dans la salle et qui me regarde droit dans les yeux, donc je ne sais pas si j'ai le droit de dire tous les chiffres. Donc effectivement, moi j'ai été missionné sur le projet quand le taux de conversion était extrêmement bas. On avait un funnel de conversion qui était extrêmement long. Et le but des tests utilisateurs, en fait, ça a été d'amener les stakeholders à comprendre en fait les pain points de l'utilisateur. Donc on a fait 2 sessions de tests utilisateurs et qui ont mené à 2 redesigns. Le premier redesign sur lequel j'ai été missionné a malheureusement fait un petit fail. On est passé de 0,22 à 0,7%, ce qui n'est pas terrible. Donc on est passé dans une autre démarche en regardant de plus en détail en fait les datas. Et on a recommencé à faire une phase de test utilisateur pour comprendre en fait où étaient les vrais points bloquants. Donc les points bloquants, c'était le manque de transparence. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais aller sur Adobe Stock? Est-ce que je perds mon argent? Des choses comme ça. Donc c'était vraiment essayer de comprendre la perception qu'avaient les gens d'Adobe Stock et de comprendre quels étaient les mécanismes en fait de comportementaux finalement pour essayer de les inciter à aller sur Stock. Et avec, peut-être sans donner le chiffre au final, mais
le rendu sur la V3 et l'amélioration du taux de conversion au global après avoir fait des tests utilisateurs, ça donnait quoi? Donc en termes de transfert, on a regardé les chiffres aujourd'hui, on est passé à 30%. Donc 0,22 à 30% avec l'utilisation de tests utilisateurs. Non, c'est pas uniquement les tests utilisateurs qui ont mené à ça. Si, on peut dire que c'est ça. Ouais. Ouais, ok. D'accord, félicitations déjà. Donc crédibilité, c'est checked. Pour parler des tests utilisateurs justement, donc on entend beaucoup d'entreprises qui parlent de tests utilisateurs. Concrètement, on est d'accord qu'il y a plusieurs typologies de tests et en fonction des moyens et des objectifs. On est d'accord ou pas? On est Ouais. tout à fait d'accord. Moi, je distingue 3 typologies de tests en fait. Alors, c'est peut-être pas les bonnes définitions, mais pour moi, il y a le test en laboratoire où l'utilisateur est avec vous, assis à côté. Ça peut être en laboratoire, mais ça peut être également dans votre société. Donc là, ici, on note la présence de l'utilisateur à ses côtés. Ensuite, on a le test utilisateur à distance, donc via vidéoconférence pour la partie modérée, et pour la partie non modérée, avec des outils qui vont permettre d'uploader des scénarios de script, un prototype, et de réaliser en fait les tests utilisateurs tout seul. Et la troisième typologie, c'est je vais à l'utilisateur, je vais aller le chercher. Donc je vais dans une bibliothèque, je vais dans une gare, je vais dans un Starbucks, et j'essaie de tester mon produit. Ok. C'est quoi si on doit décomposer, c'est quoi les grandes phases de test utilisateur? Il y en a combien? Et est-ce que tu peux détailler lesquelles elles sont? En termes de phases, en fait, alors effectivement, il y en a plusieurs, et celle qui est sûrement la plus importante, c'est la définition des objectifs. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ce test utilisateur? Et déjà, aussi se poser la question de qu'est-ce qu'un test utilisateur et à quoi ça sert. Un test utilisateur, ça va permettre, comme son nom l'indique, de tester en fait l'utilisabilité d'un parcours. Ça va aussi permettre de tester des hypothèses de design. On le fait sur un produit qu'on vient de lancer. On ne va pas tester un concept. On veut voir si ça fonctionne en fait, si la solution que l'on apporte fonctionne. Okay, donc tu as déjà besoin d'avoir des mock-ups, quelque chose de gribouillé. Tu ne le fais que sur la base de... Il faut qu'il y ait du tangible. Ok. Ouais. Ça fonctionne aussi pour des services? Tu peux rester dans de l'abstrait ou il faut qu'à un moment donné, tu aies une interface? Je pense qu'il faut qu'il y ait de l'interface. Après, je n'ai pas l'expérience d'en avoir fait sur des services à proprement parler. Ok. Et quel est le niveau de détail que tu dois avoir dans le type d'interface, de mock-up, de sketch lors de tests utilisateurs? Je dirais peu importe en fait. J'ai fait des tests utilisateurs sur papier avec des rendus pas très professionnels pour un designer. Donc prototype papier, wireframe, wireframe animé ou design finaux, en fait, peu importe, du moment qu'on a quelque chose à montrer et qu'on sent qu'il y a une opportunité, il faut le montrer. Okay. Et dans cette phase de préparation, donc c'est quoi exactement les points que tu dois préparer dans cette phase en amont qui est, comme tu dis, la plus importante? Tout à l'heure, je disais qu'il fallait commencer par définir les objectifs du test utilisateur. Donc, par exemple, sur la migration Fotolia, les objectifs, c'était de tester 2 variations de tunnels. Mais c'était aussi de tester différents indicateurs spécifiques, comme est-ce que les utilisateurs comprennent le taux de conversion entre Fotolia et Adobe Stock. Le taux de conversion? Alors, la valeur ajoutée à passer de l'un à non, l'autre? c'est pas ça en fait. C'est sur Fotolia, un certain nombre de crédits en vaudra un autre sur Adobe Stock. Et il faut être capable d'expliciter ça sur l'interface et dans le process en fait. Okay, donc là, ce que tu veux, c'est arriver à bien clarifier est-ce que les utilisateurs comprennent ou non la transition quand tu passes d'un produit à un autre? Ouais, c'est ça. Comprendre ce qu'ils vont avoir en fait. Okay. Très concrètement. C'est aujourd'hui sur Fotolia, tu as droit à ça. Tu as tant de crédits. Si tu passes sur Adobe Stock, qu'est-ce qui va se passer? Tu auras tant de crédits et tous tes outils, tous tes services seront là. Okay. Est-ce qu'ils comprenaient ça?
Auquel cas, donc, c'est clarification, enfin la problématique, c'est est-ce qu'ils comprennent ou pas? Ouais, c'est des indicateurs de compréhension en fait. D'accord. Et est-ce que vous avez des indicateurs chiffrés? Parce que l'objectif, c'est de se dire, enfin, et si oui, lesquels? Bah, par exemple, je sais pas, on fait 5 tests utilisateurs. S'il y a 3 mecs sur les 5 qui n'ont pas compris le taux de conversion, ça veut dire qu'on s'est planté. C'est purement arbitraire, du coup, le 3 sur 5, ou vous vous êtes dit... Non, mais je me souviens plus des chiffres exacts. Mais quand on fait une grille d'objectifs, on va déterminer des indicateurs. Donc, indicateurs de compréhension comme est-ce qu'ils ont compris le ratio en fait de conversion. Est-ce qu'ils ont réussi? Un autre indicateur, ça pourrait être un indicateur de performance, par exemple. En combien de temps ils ont réalisé le test utilisateur, enfin pas le test utilisateur, pardon, le tunnel. Donc c'est quand même des indicateurs qui sont très spécifiques et qu'on regarde à la fin du test. Ok. Là, tu parlais de 5 tests utilisateurs. Est-ce que, enfin, c'est un chiffre qui se balade un peu dans l'air? Est-ce que 5, c'est avéré? Est-ce qu'on se dit qu'il faut en avoir au moins 10? Est-ce que tu as un retour d'expérience là-dessus? Ouais, enfin, moi, j'aime pas trop faire 10 tests utilisateurs d'un seul coup parce que ça prend du temps. On se rend compte souvent des problèmes d'utilisabilité à partir du 2 ou 3e. On commence à se dire, ah ouais, là, il y a vraiment un truc qui déconne. 5, c'est ce que tous les spécialistes s'accordent pour dire qu'en fait, on va découvrir 80% des taux d'utilisabilité, des problèmes d'utilisabilité avec 5 tests. Il me semble que c'est ça. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire une première session de 5 personnes, retravailler sur le proto et en refaire 5. Ok, donc là, dans le cas fil rouge, c'est Adobe Stock et la... On en a fait juste 5, je crois. Vous en avez fait que Ouais. 5. Ok. 5 ou 6, je n'ai plus le chiffre exact. D'accord. Et comment vous décidez soit de le faire quand c'est comme ça, vous les invitez? Déjà, comment vous choisissez ces utilisateurs? C'est la première question. Ouais. Et la deuxième, après, qui est pour moi aussi importante, c'est est-ce que vous le faites, vous faites les tests chez Adobe, vous les faites in situ chez eux? Comment ça se fonctionne ça? Donc déjà, les utilisateurs, qui sont-ils et comment vous les choisissez? Alors, comment on choisit les utilisateurs? En fait, c'est très simple. Moi, j'ai la chance d'être aidé dans mon équipe par une programme marketing manager qui, en fait, va m'aider à recruter des utilisateurs. Donc, on va lui dire, par exemple, j'ai besoin d'utilisateurs Photolia qui ont, admettons, tant de crédits sur le site et qui ont été actifs sur Photolia les 2 derniers mois. Ensuite, elle, ce qu'elle va faire, c'est envoyer des emails et on va les recruter comme ça. Ok, tu as de la chance, du coup. J'ai beaucoup de chance, oui. Est-ce que tu aurais des tips pour ceux qui n'en sont pas à ce niveau de spécificité des jobs? Et je suis le seul designer dans une boîte, comment je me débrouille pour trouver des utilisateurs? Je vais taper aux commerciaux, à la porte des commerciaux. Ouais, on peut faire ça. Et moi, je tiens à préciser, je le fais aussi un petit peu de temps en temps, notamment pour faire de la recherche. Le truc que j'utilise le plus, moi, c'est Twitter. Je dis salut, je cherche des gens à interviewer, je cherche des gens pour des tests utilisateurs. Et puis après, je vais emmerder tous mes collègues en leur demandant de les retweeter. Ouais. Et ça marche. Et est-ce que vous avez, il y a certaines entreprises, je pense à Everroad par exemple, j'interviewais Léa, des communautés en fait, d'utilisateurs qui ont juste envie de participer et d'aider à l'amélioration, à faire des tests utilisateurs? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous faites et potentiellement quelque chose que tu recommandes de faire aussi? Des communautés, non. Moi, je suis en contact avec 3 ou 4 utilisateurs sur un autre produit qui sont devenus en fait une sorte de super groupe de users, de pool, que je vais interroger sur différentes problématiques. Mais non, dans l'idéal, on essaye toujours de recruter de nouvelles personnes. Parce que les gens, au fur et à mesure, deviennent formés au test et deviennent des pros, en fait. Ok. Donc on a validé la phase d'amont, tu sais exactement quelles sont les problématiques, tu as quelque chose de concret à leur présenter. Tu as la chance d'avoir un programme marketing manager qui t'aide à identifier les bons profils. Où est-ce que se passent les tests et pourquoi? Donc si on prend le dernier test qu'on a fait, ça s'est passé dans nos bureaux. Nous, on a des tout petits bureaux. Pour Adobe, c'est assez étonnant. Mais ça s'est passé dans nos bureaux, mais les utilisateurs étaient à distance. Moi, c'est une typologie de test que j'affectionne, car en fait, ça va réduire la friction de bonjour, est-ce que vous pouvez venir à 10h? Ben non, mais moi à 10h je travaille. Ça va être réduire la friction de est-ce que je prends
un chocolat ou des bananes. Tous ces trucs logistiques en fait sont supprimés et on a juste à convenir d'une heure avec la personne. Elle se pointe au vidéo call et on commence. Tu passes par quel outil pour faire ça à distance? Alors la dernière fois, je me souviens plus tout à fait ce qu'on a fait. Je crois qu'on a fait Skype et après je l'ai fait un peu de façon un peu à l'arrache avec QuickTime. J'enregistre l'écran et la conversation et puis je fais comme ça en fait. Et comment tu choisis entre le faire à distance, in situ, chez eux, dans l'entreprise, Euh, où tu mets le curseur? c'est pour la rapidité en fait. Si, admettons, on trouve 5 utilisateurs à tester, on leur envoie directement un email, on détermine s'ils fit ou pas la cible de gens avec qui on a testé le produit, et on leur dit, ben voilà, on a ces créneaux-là, est-ce que vous êtes disponible? Ça réduit vraiment la friction, comme je le disais. Ouais, et si on reprend ton exemple, tu fais ça par Skype. Les scénarios de test, comment ça fonctionne concrètement? Tu lui envoies par mail, comment ça se passe? En fait, je upload juste le prototype sur une plateforme. Donc moi, j'utilise un outil interne d'Adobe, Adobe XD. Je publie mon prototype, je leur dis l'URL est là, ils se connectent sur le lien, un password, et on commence comme ça. Ok, et tu enregistres la conversation, quels sont les guidelines que tu donnes à l'utilisateur. Admettons, voilà, je suis ton utilisateur test, bon, tu m'as envoyé l'invitation, j'ai accès à XD. Concrètement, il se passe quoi? Je dois faire quoi et qu'est-ce que tu me dis de faire? Tu rentres le password et tu commences. Ok, et C'est pas plus dur que ça en fait. je dois dire à haute voix ce que je fais ou pas? Ah oui, alors là on parle de la passation du test. Ouais. Tu veux que je rentre dans les détails? Ouais, je pense. Parce qu'on a loupé des étapes comme... Ah bah alors, revenons sur les étapes que j'ai zappées. En fait, on a loupé une étape qui est primordiale. On a parlé des objectifs, on a parlé du panel, des gens qu'on voulait recruter, mais on n'a pas parlé du scénario de test. Ouais, exact. Et en fait, le scénario de test, ça va être, comme son nom l'indique, un scénario qui va mettre en situation l'utilisateur pour lui permettre de réaliser le test. Par exemple, sur Photolia Migration, je ne me souviens plus du scénario, mais c'est, admettons, vous êtes chez vous, tranquillement dans votre canapé, vous recevez un email d'Adobe qui vous propose de faire la transition vers Adobe Stock. Vous cliquez sur ce lien et vous arrivez là-dessus. Et là, on les laisse faire. Et qui rédige le scénario de test? C'est moi. Ok. Comment tu t'assures que le scénario que tu rédiges n'est pas biaisé dans le sens trop directif? Donc là, c'est toute la difficulté d'un scénario de test, c'est construire un scénario qui va vraiment laisser l'utilisateur faire le truc un peu tout seul. Nous, on est juste là pour l'accompagner et l'aider à verbaliser ce qu'il va voir en fait. Dans ton exemple, est-ce que tu as fait relire ton scénario par d'autres product designers ou pas, par exemple? Non, mais par contre, je l'ai travaillé avec mon product manager et la personne du marketing. On a lu et relu les étapes par lesquelles on voulait passer, s'assurer de pointer sur certaines parties sur lesquelles on avait besoin de réponses particulières. Donc, par exemple, je parlais du taux de conversion. Quand on arrivait sur cet écran-là, on essayait naturellement d'amener les gens à nous expliciter ce qu'ils voyaient et à nous dire je capte ou je capte pas. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, on a dit il y avait toi, il y avait la programme marketing manager. Ouais. Dans la rédaction et dans le déroulé, dans le test utilisateur, vous êtes combien de personnes potentiellement à être impliquées? Alors jusqu'à ce test-là, qui est un peu mon test exemple parce que c'était vraiment un travail d'équipe, on était 3 et juste avant je faisais tout seul. Et là ça permet vraiment de déléguer, par exemple sur la prise de notes, permet de me concentrer en fait sur la passation du test et les gens qui étaient dans la salle avec moi pouvaient prendre des notes qui nous permettaient de les comparer et de voir des choses que potentiellement moi je n'avais pas vues. Ok, donc là on est déjà dans la phase de passation de test. Ouais. Tu recommandes qu'il y ait combien de personnes qui soient avec toi pour gérer le déroulé d'un test? Pour gérer le déroulé d'un test, juste une personne, ça peut suffire. Plus toi? Ouais, Deux mais après personnes je peux le faire minimum. tout seul. Ouais. C'est juste que moi, sur ce projet-là, je trouvais ça plus intéressant de convier les gens qui participent à la conception et en fait, d'être là, en fait. Juste d'être là et de voir en direct live ce qui se passait. Ok. C'est quoi, selon toi, les erreurs à éviter
dans le déroulé d'un test? En fait, il y a plusieurs erreurs à différents moments. Par exemple, une erreur qu'on fait souvent, c'est quand on contacte les utilisateurs, leur dire bonjour, je vous contacte pour faire un test utilisateur. Ça, il ne faut pas faire. Parce que les gens vont flipper. C'est scientifique. Ça fait flipper. Donc on parle de recherche. On dit on a besoin de discuter un petit peu avec vous sur un produit. Vous leur donnez de l'argent ou pas? Oui, on leur donne l'argent. Ouais. Systématiquement? Oui. Et c'est plus facile de recruter des utilisateurs avec des sous. Un très bon ami qui est là, qui galère à recruter des gens. Et du coup, c'est quoi les montants? C'est des cartes Amazon? Je te fais un virement? Ça peut différer en fait. Effectivement, c'est bon Amazon. Ça peut être aussi des réducts sur les logiciels Adobe. Ça peut être des choses comme ça. Mais nous, on fait plus souvent bon Amazon, ouais. Des bons Amazon, Ouais. ok. Il y a un montant particulier? Ça dépend du test et si on est généreux. 50 €, c'est pas mal. Si vous faites 30 minutes de test, 30 €, 40 minutes, 40 €, 1 heure, Ah ouais. 50 €. Ouais, Ah, voilà. d'accord. Ok, donc ça, deuxième erreur, enfin, potentiellement deuxième erreur de ne pas leur donner d'argent. Ok. Il y a d'autres choses? Donc, ouais, l'autre erreur, c'est durant la phase de passation, une erreur que font beaucoup de designers, c'est trop orienter l'utilisateur et lire l'interface. Exemple concret, vous designez un e-commerce et vous voulez tester la fonctionnalité, je ne sais pas, d'ajout au panier par exemple. Donc l'utilisateur se rend sur le site, il va acheter son iPad et là vous lui dites et là vous faites comment pour ajouter au panier? Vous êtes en train de lire l'interface et vous le guidez naturellement en fait vers la solution. Pour moi ça c'est une des erreurs primaires que font les designers quand ils font des tests. Et quand c'est comme ça, est-ce que, parce que ça arrive à tout le monde d'en faire, pour toi le test il part à la poubelle ou pas? Non, il ne part pas à la poubelle, mais c'est en fait, dans l'écriture du scénario, il faut toujours trouver des façons d'amener en fait, l'utilisateur à tester ce que l'on veut tester. Si on veut tester une navigation, on va essayer de trouver des synonymes pour décrire les mots de l'arborescence finalement. On ne va pas lui dire vous cherchez la page Tupperware. Et si Tupperware est écrit en navigation, il va la trouver directement. T'as pas le droit de faire ça? Non, il faut pas guider, il ne faut pas orienter, il faut le laisser trouver soi-même et il faut trouver toujours des synonymes ou des façons de l'amener à découvrir l'UI finalement. Ah, mais la Tupperware, tu dis quoi? En plus, c'est très marqué, c'est Ouais, mais je sais trouve des pas. boîtes en plastique qui soient, J'ai- que tu puisses mettre au frigo. Je sais pas pourquoi j'ai donné cet exemple. D'accord, ok. Ok. Bon, d'autres erreurs à éviter ou pas? Ça fait déjà pas mal. On a Bah non, ça fait que 2 erreurs en fait. 3 plus l'argent. L'argent, pas donner d'argent, très important. Au J'ai- niveau de la durée, parce que là on est en train de détailler, etc. Admettons, tu es seul à développer un test utilisateur, ça te prend potentiellement combien de temps? Entre le moment où tu dis il faut en faire un et tu es en situation à passer le test. Ça peut être hyper rapide, hein. Honnêtement. Alors déjà, en 1 ou 2 jours, je pense qu'on peut voir les personnes qu'on avait besoin de voir. Ensuite, ouais, je dirais 3-4 jours, une semaine, quand on veut faire les choses bien. Donc c'est 3-4 jours le déroulé total d'un test utilisateur avec Ouais, l'analyse je- post. Ouais, je me souviens plus exactement du temps qu'on avait mis sur le test, mais il me semble que c'était très rapide. Ok. Et il n'y a pas d'erreur particulière sur le timing, les mauvais jours à éviter ou des trucs liés au contexte? Bah, alors déjà, il y a le timing du temps. Combien de temps va durer le test utilisateur? Moi, je considère qu'à partir de 30 minutes, c'est largement suffisant. Enfin, alors moi déjà j'ai un taux de concentration de 5 minutes. Alors vous imaginez quelqu'un en train de tester un prototype. Je te fais tenir une demi-heure là, hein. Ouais, mais là je commence à céder là, sous la pression. Donc ouais, le temps, je dirais 30 minutes c'est parfait. Ne pas déborder. Cette année j'ai participé à des tests utilisateurs en tant qu'observateur qui ont duré peut-être, je ne veux pas grossir le truc, mais peut-être 1 heure et demie. Et la personne était en souffrance totale. C'était en interne? C'était en interne, on m'avait demandé de faire l'observateur et de noter les erreurs Ouais. de passation. Ok, donc un conseil plutôt 30 minutes assez court. Pour moi, le plus court, c'est le mieux. Ouais.
30 minutes. 30 minutes à 45 minutes, c'est pas mal. Et comment tu arrives à estimer dans ton scénario de test que tu es sur un créneau de 30 minutes et pas d'une heure? Comment tu fais pour pas exploser ça? Il y a un truc facile, c'est on fait une répète toujours avant. Ouais. Donc là, je sais plus si c'était Léo ou Daina qui l'avait fait, mais en gros, on prend le scénario de test, on prend le prototype et on fait une mise en situation. Et tu le fais auprès de qui? Bah, je le fais avec les gens de mon équipe en fait. Ok, Donc d'accord. en gros, on travaille tous les deux sur le même projet. Je fais le scénario de test, je fais le prototype, on se met à côté et je repasse en fait le test avec toi. Et tu gagnes pas, question, je te challenge là-dessus, à le faire faire à quelqu'un qui n'a rien à voir avec le schmilblick pour éviter que lui, en 3 clics, il se retrouve. Hmm, Est-ce que c'est important ou pas d'avoir quelqu'un de neutre par rapport à ça? je sais pas. Je crois que j'avais fait avec une autre personne qui est dans la salle, Fanny, je crois qui est là aussi. Euh, non, pas d'importance. Le but du jeu, c'est juste de tester son scénario et de voir si ça fonctionne et qu'on est dans les clous en fait en termes de temps. Ok, bon. Nous, on n'est pas dans les clous en termes de temps. Dernière question avant de passer à vos questions. Est-ce que tu as interviewé 5 personnes, Ouais. test est réalisé, tu as beaucoup d'informations à analyser. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais? Donc là, sur le dernier test, super facile parce que tout le monde en fait avait pris des notes. J'avais pas du tout à m'occuper de ça, donc parfait pour moi. Et je pense qu'en 2 heures, on a repassé chaque test en parlant des points forts. Et on a, je sais pas, en 2 heures, on avait trouvé les choses à corriger. Ouais. Comment tu le formalises? Est-ce que c'est typiquement, moi je faisais ça sous forme de spreadsheet où on listait l'ensemble des questions, où on reprenait le scénario et on mettait en fait pour chaque personne utilisateur. Comment concrètement ça se... Ça dépend de ce que je veux communiquer. Dans le contexte de ce test utilisateur, le résultat final du test, en fait, c'était auprès de mon équipe. Donc, on a fait les changements directs sur les designs. Quand j'ai besoin de le présenter à une audience plus large, je vais être obligé de faire une petite présentation. Dire, bah voilà, on a fait des tests utilisateurs, il y avait 5 mecs. Voici le scénario qu'on a passé, voici les enseignements principaux que l'on a retenus, et voici les corrections. Et est-ce que vous faites des enregistrements vidéo ou pas? Est-ce que vous présentez Ouais, on fait les clips. La dernière fois sur le test utilisateur qu'on a fait, j'ai mal géré mon truc et sur les 5, je crois que j'avais que 2 clips à la fin parce que j'ai oublié de les faire. Mais du coup, le fait d'avoir l'équipe avec moi, ça a permis de tout sauver en fait. Et c'est 2 clips de 30 minutes ou 2 clips avec les extraits choisis de Non, ces non, passages? là je te parlais juste de la vidéo finale qui faisait 30 minutes, Ok. mais si je veux illustrer un certain point du test, en fait, je cut la vidéo et puis je la mets directement dans mon keynote et je la montre comme ça. Ok. Ok. Ça dure 30 secondes. Parfait. Bah, merci beaucoup, Julien. De rien. Est-ce que vous avez des questions pour Julien? Salut. Si je dis pas de bêtises, en début de discussion, tu parlais de tests à distance non modérés. Est-ce que tu en as déjà fait et est-ce que tu connais des services ou des outils qui permettent de le faire? De tests utilisateurs à distance non modérés. Ouais, il y a un service qui s'appelle User Testing que nous on utilise pas mal. Moi j'étais très comment dire, suspicieux de ce genre de truc là. Il s'avère que ça fonctionne plutôt bien. En fait, ça va permettre aux gens de dire je cherche tel ou tel utilisateur, d'avoir un screener en fait, de monter un scénario de test et d'uploader un prototype. Et ça marche plutôt pas mal. Pour les gens qui sont feignants, vous lancez ça la nuit, le lendemain matin, vous vous réveillez, vous avez 5 clips. C'est juste parfait. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Merci. Je voulais savoir, est-ce que tu as des tips pour recadrer la conversation quand ça s'éparpille un peu? Parce que je sais qu'il faut bien écouter l'utilisateur, c'est bien d'en parler, il va dire des trucs que tu n'avais pas prévus. Mais quand il s'éparpille et quand tu vois que ton temps il s'égrène, comment tu fais pour recadrer? Bon, c'est assez facile, il faut être juste le plus sympa possible, attendre un petit peu, se dire le fil du test. Pas forcément de tips à part faire un sourire et être poli, quoi.
Quand tu as deux solutions à tester, est-ce que du coup, tu peux les tester en test utilisateur ou est-ce que tu as une solution? Est-ce que tu as un tips? Quand j'ai deux hypothèses de design, par exemple, du coup, c'est le cas qui nous est arrivé sur la migration. On avait deux hypothèses de design. On en avait une sur laquelle on se sentait vraiment assez costaud. Donc du coup, je crois qu'on a commencé par le plus mauvais scénario. On a commencé par le plus mauvais scénario et ensuite on a montré celle qui nous semblait être la mieux. En leur disant, imaginez, vous refaites le tunnel de conversion et en fait, à la place d'avoir ça, ça et ça, vous avez ça. Dans la suite logique, à quel moment tu décides de faire un test utilisateur versus juste t'appuyer soit sur gut feeling ou sur de la data en interne? Alors, chez Adobe, j'ai l'impression, on fait un test utilisateur pour valider quand il y a des problèmes, par exemple, d'alignement avec les stakeholders. On se dit, bon là, la seule data qu'on peut avoir, c'est celle de nos utilisateurs, donc c'est bien de tester. Et c'est surtout quand on a vraiment des doutes, par exemple, de compréhension, notamment sur le tunnel dont je vous parlais. Est-ce que les gens comprennent la variation de ratio? Est-ce qu'il y a une autre question? Ouais. On peut passer le micro juste à Chris. Merci. Bonsoir. On a pas mal parlé de tests utilisateurs en amont, avec des tests où les utilisateurs étaient conscients qu'ils étaient en train de passer des tests. Est-ce que ça, vous le complétez par de l'A/B testing ou du cam recording type Hotjar, avec des gens qui ne seraient justement pas forcément au courant de ce qu'ils doivent tester et qui du coup n'ont pas ce biais-là en fait de savoir que ils doivent s'intéresser à toute l'information qui apparaît sur les écrans et qui donc peuvent être dans une optique qui n'est pas celle de l'utilisateur final? On fait jamais ça. Voilà. Après, ta question disait, c'est faire en sorte que les utilisateurs ne soient pas biaisés. C'est là le tout challenge du designer, en fait, de réussir à trouver des gens qui ne sont pas là que pour l'argent, de faire un bon recrutement et aussi à la fin de se dire, OK, sur ce test-là, j'avais une ou deux personnes qui ne correspondaient pas à ce que je recherchais, être capable de les kicker du test pour dire, il m'en faut deux autres. Est-ce qu'il y a une autre question? Ouais. On a parlé de l'argent qu'on donne aux utilisateurs qu'on teste. Est-ce que ça n'a pas une influence sur eux, sur leur avis? Est-ce qu'ils n'ont pas tendance à nous donner des avis positifs et pas oser donner les avis négatifs? Ouais. Est-ce qu'il y a des études là-dessus? Tu connais des trucs? Je ne sais pas s'il y a des études, mais forcément, oui. Les gens viennent pour l'argent. Ensuite, je ne sais pas si tu te souviens de la passation du test, comment ça s'est déroulé au tout début. Il y a bien facilement 2 minutes où je commence à dire on est là vraiment pour recueillir vos feedbacks, on a vraiment besoin que vous soyez honnête, que vous nous défonciez. On est là pour ça. En fait, on casse le biais en demandant l'honnêteté des gens. On va peut-être prendre une dernière question avant de passer à Florian. Comme ça, je clôt. On a beaucoup parlé du déroulé du test. J'avais une question sur la préparation amont en fait, des scénarios. Est-ce que en gros le designer que tu es avait toute la liberté ou en gros il y avait une validation un peu technique de faisabilité? Alors c'était peut-être pas le use case là, mais en général, est-ce que vous voulez avoir que le scénario testé soit déjà contraint par des problématiques techniques ou en gros que vous ayez l'ensemble de la liberté pour, tu veux dire par exemple est-ce que vous avez entendu la question? Non? Ah, ça fonctionne pas? Si. Bon, alors je vais faire plus synthétique. Je me posais la question dans la phase de préparation amont du test, si le designer avait toute la liberté de tester le tunnel que tu voulais, ou s'il y avait déjà en amont une vérification de la faisabilité avec les PO, avec le management, les équipes techniques. Il y a deux réponses possibles à ta question. Effectivement, j'ai la possibilité de tester ce que je veux, peu importe la faisabilité du truc. Après, on est quand même des gens assez pragmatiques et effectivement, on était allé voir l'équipe technique avant pour s'assurer que ce qu'on avait designé était faisable. Mais tout est faisable. Merci beaucoup, Julien.
Bonjour. Des fans. Merci. Florian. Ouais, très heureux d'être avec toi. Pareillement. Petite interview confidentielle entre nous. Exactement. C'est cool. Alors la règle, c'est, on m'a dit ça la dernière fois, s'adresser au public à chaque fois qu'on se parle. Éviter d'être justement trop entre nous. Donc tu es directeur produit chez Doctolib. Ouais. Pour commencer, peut-être un point intéressant qui va influer sur la thématique qui est sur la roadmap et la priorisation des fonctionnalités au sein de Doctolib. Hiérarchiquement, tu as un CPO au-dessus de toi. Exactement. Ok. Qui est aussi le CMO de la boîte. D'accord. Donc Voilà. c'est une double spécificité. Ouais. Parce que roadmap, souvent, égale décision prise par le CPO, ou en tout cas la personne hiérarchiquement la plus élevée dans l'équipe produit. Ouais. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Non. Comment ça fonctionne? C'est assez différent de ce que j'ai pu voir auparavant. Donc en effet, il y a moi, et en dessus, il y a le CPO, CMO, qui lui a plus un rôle, on va dire, politique. Il connaît bien les rouages de la société, c'est Julien Méraud pour ceux qui le connaissent peut-être, et il connaît très bien surtout tous les membres du COMEX, et il m'aide à la priorisation des fonctionnalités, à la communication, et moi on va dire que je gère de manière plus pragmatique et plus terre à terre les fonctionnalités. Ok. Roadmap, gros sujet. Énorme. Il n'y a pas de solution en plus. Hein. Ouais. Là, je vais donner mon truc, mais... Ouais, c'est parfait, c'est ce qu'on attend du coup. Déjà, à quel moment on a besoin d'une roadmap et quel type de roadmap, à quel moment de la vie d'une entreprise? En fait, j'ai l'impression qu'il y a besoin toujours d'une roadmap. Une roadmap, c'est pour atteindre des objectifs, et si pour atteindre des objectifs, il faut un plan. Et si tu n'as pas de plan, en fait, tu n'as pas d'objectif, et en fait, c'est juste des vœux, des souhaits que tu émets, quoi. Donc il faut toujours un plan. Moi, je pense que j'ai connu les startups de 2 personnes à la Doctolib 700, donc vraiment des vraies startups. Je ne parle pas des grosses entreprises type Danone, bien entendu, mais donc de la petite à la grande startup, on a toujours fait des roadmaps, mais plus ou moins précises. Et plus la startup grandit, plus on a besoin de précision. Okay. Et donc, par exemple, chez Doctolib, alors j'y étais pas à l'époque, bien entendu, mais la première roadmap, c'était quasiment tout le produit, quoi. En fait, Stan et les 2 cofondateurs se sont donné le pari en disant, voilà, vous finissez le produit en 3 mois, et puis les CTO, ils ont fait, ok, très bien, mais toi, tu vends sans abonnement et tu lèves 1 million d'euros. Et donc la première roadmap, c'était juste de faire tout le produit en 3 mois. Et là, par exemple, on vient de finir une feature, c'était juste refaire des plages d'ouverture. Bon, c'est quelque chose d'assez précis, mais on a mis 3 mois à le faire. Donc voilà. C'est ça en fait, toute l'ambiguïté. Au début, évidemment, c'est hyper simple. On a beaucoup de vélocité, on parle du feuille blanche. Et donc, on peut aller très très vite. On peut donner une vision de ce qu'on a. Et puis, plus on grandit, plus on a besoin de choses précises. Justement, à qui on présente une roadmap? Qui sont les consommateurs de la roadmap? Alors, il y a évidemment le COMEX et le CEO. Lui, c'est important pour la vision et pour pouvoir développer l'entreprise et l'activité. Puis ensuite, il y a les acteurs internes. Ça, c'est hyper compliqué. Enfin, je ne sais pas si vous-même, vous êtes confronté à ce genre de choses. On n'a pas tous le même degré d'information dans une société. Et quand on propose de faire des fonctionnalités, déjà, pas tout le monde ne comprend ce qu'on veut faire et pourquoi on le fait. Et ensuite, quand on commence à donner des dates de livraison, c'est là où ça se complique. Parce que les BizDev ou d'autres personnes sont en porte-à-faux avec des clients. Et puis très rapidement, on nous dit, mais attends, mais on avait dit que c'était cette date, mais là, on est 15 jours après, comment ça se fait? Ah, je t'ai pas dit, en fait, la feature est annulée. Et ça arrive tout le temps, en fait. Donc la communication, c'est bien, mais nous, on le fait, en fait, donc en inter de manière très macro, avec des idées de ce qu'on va faire, en quel quarter, etc. Et ensuite, on a une roadmap trimestrielle très précise qu'on partage plus dans la division produit. Vous partagez aussi avec les clients, les utilisateurs? Absolument pas. Qu'est-ce que tu penses il y a pas mal de startups, je prends Front, je prends Mention, enfin pas forcément Mention, mais il y a pas mal de startups qui utilisent un Trello accessible en externe pour justement permettre de donner de la visibilité là-dessus. Même Slack le fait, je crois. Ouais, c'est super bien. J'aimerais le faire et je ne sais pas pourquoi on ne le fait pas. En fait, on a 70 000 clients, donc 70 000 médecins qui sont tous différents, qui ont tous des spécialités déjà différentes, qui travaillent dans des environnements différents. Maintenant, en plus, on en a en Allemagne. Donc, il y a tellement de demandes en fait, que c'est très compliqué de donner la parole aux praticiens. Donc, ce qu'on fait, et moi, ce que je demande à mes équipes, en fait, c'est de passer 30% du temps sur le terrain
pour comprendre parfaitement en fait, comment ça fonctionne. Et là, il recueille des besoins. Donc pas de communication aux utilisateurs en mode public. Absolument jamais. D'accord. Et qui dans l'entreprise définit la roadmap? Est-ce que c'est top-down? Est-ce que c'est bottom-up? Quelle est pour dire en gros, est-ce que c'est le COMEX qui décide et vous exécutez? Ou est-ce que chaque PM avec son scope se dit... Ça a beaucoup évolué aussi avec la maturité de l'entreprise. On a commencé avec des post-it. Alors j'ai partagé ces moments-là avec Anthony Adam, là, qui au bout qui était l'enfant Head of Design de Doctolib. On a commencé il y a 3 ans, donc moi quand je suis arrivé, avec des post-it. Et là, il y avait tout le COMEX. Et puis on essayait de prioriser comme ça. Et ça marchait relativement bien en fait, parce qu'on avait tous le même degré d'information. C'était une boîte qui était plus jeune, etc. Et donc ça marchait très bien comme ça. Maintenant, on a plus des objectifs. Donc Stanislas, le CEO, c'est un bonhomme très fort, très doué. Et du coup, il a défini des initiatives stratégiques. Donc c'est comment on fait pour faire exploser Doctolib d'ici 2020. Il y en a 10. Et ces initiatives stratégiques, elles sont divisées en objectifs. Et nous, chaque équipe de produit a des objectifs. Et ces objectifs, derrière, sont rattachés des Key Results. Donc c'est les KPI. Et donc c'est ce qu'on appelle les OKR. Ok, donc vous tenez compte des OKR pour la définition de la roadmap. Oui, alors, par exemple, en ce moment, on a un gros objectif qui est Key Initiative, c'est donc la simplification du produit. Aujourd'hui, il faut savoir que le produit, il n'y a aucun médecin qui s'installe lui-même, c'est des BizDev qui sont sur le terrain, évidemment, c'est énorme. Le coût d'acquisition d'un praticien, c'est 700 €, donc c'est énorme. Et ça, ce coût-là, c'est quoi? C'est le temps du BizDev qui passe sur le terrain. Donc Stan, il a mis une initiative qui dit il faut qu'on simplifie drastiquement ça. Évidemment, pour réduire les coûts de business développement, mais aussi pour que les business développeurs aient encore plus de temps pour aller chasser et puis donc, du coup, développer le MRR, donc le revenu mensuel par BizDev. Et donc, il y a une initiative qui est simplifier le produit. Et donc là, donc ça, c'est le macro-objectif. Et derrière les key results, on arrive à suivre sur chaque moment du paramétrage combien de temps un BizDev met sur chaque section. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait les plages d'ouverture, parce qu'il passait à peu près 25% de son temps à paramétrer ces plages. Ouais. Mais du coup, sur ta roadmap, tu marques simplifier le produit? Alors, du coup, la roadmap, elle est présentée donc, par objectif. Donc, il y a 11 initiatives. Déjà, et donc, du coup, dans chaque initiative, on met des morceaux de roadmap. C'est un doc? C'est un PowerPoint? Ouais, c'est un PowerPoint. On fait ça hyper simple. On est très Google Slide, Google Sheet. Partagé avec tout le monde ou pas? C'est partagé avec tout le monde. Pas forcément, comme je te le disais, communiqué. Ouais. Mais tout le monde peut y avoir accès. Les gens un petit peu curieux peuvent y aller. D'accord. Donc, il y a quand même... C'est plus granulaire que simplement simplifier le produit. Alors oui, bien sûr, parce que je te dis, c'est pas objectif. Et dans simplifier le produit, typiquement, on va mettre un gros bloc qui est refondre les plages d'ouverture. Ça va être un autre bloc qui va être refondre cette partie de cette section. Il y avait plein de choses. Puis il y a d'autres objectifs derrière qui sont déclinés en fonctionnalités. Et vous mettez des dates précises ou pas? C'est tout le truc. Non. Enfin si, on le met, parce qu'à ce moment-là, c'est notre roadmap et on essaie de se l'approprier. Et moi, je travaille très dur avec les product managers et les développeurs pour essayer d'avoir des dates précises. Donc on le fait. Malheureusement, c'est la première chose que j'ai appris d'ailleurs quand j'ai fait ce métier, c'est à partir du moment où tu écris une roadmap, elle est déjà fausse. Donc c'est aussi le cas chez nous. On écrit des roadmaps et puis 2 semaines après, on a shifté, 2-3 semaines, etc. Et mais on essaie toujours d'avoir des dates. Et quand on dit date, c'est quoi? C'est des jours, c'est des mois, c'est des semaines? On parle en semaines, donc on travaille en sprint de 2 semaines, donc on essaye de lotir comme ça un petit peu nos fonctionnalités. Okay. Donc généralement, c'est après un sprint de 2 semaines. Et il y a une espèce de liste maximum de fonctionnalités ou de trucs qu'on veut faire sur un quarter dans ta roadmap? Un liste maximum? Je sais pas, 25 fonctionnalités, 25 améliorations. Ouais, alors on a un backlog de fonctionnalités. Donc, c'est tout ce qu'on collecte sur le terrain. C'est aussi des retours utilisateurs des patients. C'est les interviews qu'on peut faire, d'ailleurs, que Anthony a amené chez Doctolib. Ouais, on a un gros backlog, mais c'est pas 50, on en a 300, des fonctionnalités qui sont vraiment uniques et précises. La vérité, c'est qu'on s'en sert pas beaucoup. C'est vrai, c'est incroyable parce qu'en fait, à force justement d'avoir des objectifs, des key results, etc., en fait, nous, on est drivé maintenant uniquement par ça. Et quand aujourd'hui, demain, on me dit il faut améliorer le temps de prise de rendez-vous sur l'agenda. Donc, c'est quand un praticien il est sur son agenda devant son cabinet qu'il prend un rendez-vous.
Donc comment on fait pour améliorer ça, pour ça aller de plus en plus vite, faire de la recherche de patients, etc. etc. Bon, bah là, j'ai trouvé les fonctionnalités qui vont participer à ça. Par contre, on arrête de faire des fonctionnalités en disant « Ah, mais attends, il y a une SCM sur le marché, c'est 20 généralistes, ça va débloquer ça, on arrête. » Maintenant, on n'est que drivé par ça. Et ça, du coup, c'est quoi? C'est pour avoir des super sales, parce que derrière, eh ben, on a des objectifs incroyables au niveau de la prise de rendez-vous, au niveau de l'organisation, etc. d'un cabinet. Vous communiquez sur les avancées de la roadmap au niveau trimestriel ou pas? Genre, voilà ce qu'on a fait sur tout ce qu'on avait dit qu'on ferait? Ou est-ce qu'il y a une espèce de rétrospective? Ouais, alors pas rétrospective, donc tous les mois on se voit avec le COMEX et on dit où on en est. Donc là on met à jour un document qui est toujours le même, qui est une slide, et on dit voilà ce qu'on a fait les 4 prochaines semaines, voilà quoi on travaille et ce qu'on fait les 4 prochaines semaines. Et donc on se voit tous les mois sur ça. Et puis après, on communique beaucoup. Là, on a mis en place quelque chose de très intéressant que je vous recommande, qui est vraiment une pratique. Je ne sais pas si c'est nous qui l'avons inventé, mais c'est vraiment top, mais je ne pense pas d'ailleurs. Mais en fait, à chaque projet, maintenant, on demande à un dev de l'équipe, un stakeholder, de travailler avec le PO de manière très précise pendant une semaine, de prendre du temps. Et lui, il va préparer, avec une checklist en fait, stakeholder, il va préparer le sujet. Et en fait, après, ça arrive en développement. Et tout le monde, donc au planning poker, c'est beaucoup plus clair parce que ce n'est pas que le PO qui arrive avec ses idées, sa découpage, etc. Et en fait, ça avance beaucoup mieux. Et c'est lui, après, qui est en charge de dire... On le responsabilise, donc c'est hyper valorisant pour lui. Et c'est lui, après, on lui dit, bon, vas-y, communique sur le shift, malheureusement, parce qu'il communique rarement sur l'avancement, enfin sur des choses en avance. Et donc voilà, c'est lui qui est en charge de ça. Ça, c'est quoi? C'est une semaine à peu près en avance? Ou c'est combien de temps en avance? Ouais, ça dépend. Le but, idéalement, il faudrait que tout soit prêt 2-3 semaines à l'avance. Parce qu'il y a pas mal de petites validations quand même en amont, puis ensuite il y a cette préparation qu'il faut que ce soit parfait, parce que le coût de développement est ultra cher maintenant, enfin, que ce soit en France, mais encore plus dans les grosses sociétés, parce que dès qu'on rajoute une fonctionnalité, ça prend du temps de dingue, et donc du coup maintenant, nous on fait le nécessaire pour que tout soit parfait pour les développeurs. Transition parfaite sur la priorisation. Ouais. Comment est-ce que tu priorises les fonctionnalités que tu vas mettre dans ta roadmap? Ouais. Bon, on va essayer d'être hyper objectif. Donc, être hyper objectif, c'est uniquement être drivé KPI. Bon, parfois, je ne vais pas mentir, il y a des fois, il n'y a pas vraiment de KPI, mais ça va être des choses très objectives sur le fait que si on ne le fait pas, typiquement, on va avoir un churn. C'est l'enjeu quand on a un SaaS, c'est d'avoir 0 churn. Par exemple, quelque chose qui n'était pas très motivé par les KPI, Hôpital Foch, énorme flagship. Donc, c'est les premiers à utiliser vraiment notre agenda là-bas, donc c'est incroyable. Ils nous ont dit, bon, ok, nous on churn, donc là on avait des sueurs de fou, si vous ne faites pas cette fonctionnalité. Donc là je suis allé et que j'ai dû défendre une fonctionnalité en fait, qui est utilisée uniquement par Foch. Alors bon, après il y a d'autres hôpitaux qui vont l'utiliser, on savait que ça allait venir, du coup on ne l'aurait jamais fait sinon. Mais pourquoi t'as cédé? Et là c'était horrible, parce que là surtout le stakeholder, parce qu'en plus le stakeholder il fait mec tu suis bien les KPI, c'est incroyable, etc. Et là il voit les KPI, genre il y a 3 utilisateurs, machin, ils ont passé 4 semaines à faire ça, c'est chaud. Mais bon, voilà. Et donc ça, c'est une discussion, pour le coup, que toi, tu as, ou c'est ton CPO qui fait, entre guillemets... C'est tout le monde, c'est vraiment un travail commun. Après, moi, Julien m'aide, moi, je collecte tout ça. Après, Julien, il m'aide à aller défendre ça devant les autres personnes. Notamment, il va avoir le CEO, puis après, il va avoir le mec qui est responsable justement des grands comptes. Ouais. Une question que je ne t'ai pas posée sur la roadmap, c'est est-ce que vous intégrez ou pas des éléments techniques, purement techniques? Travailler sur le back-end, par exemple. Alors ça, c'est pour ça que, par exemple, on communique peu sur les features et notamment, on fait peu. Alors, on le fait, mais ça a peu d'impact. Par exemple, on envoie une liste de fonctionnalités et on fait voter tous les heads de la société en disant voilà, de 1 à 5, les fonctionnalités. On arrive à un pseudo-classement et en fait, au final, les gens sont un peu deg et donc c'est pour ça que je ne le conseille pas forcément parce que derrière, on fait ouais, non, mais en fait, c'est cool, mais on ne fait pas du tout ça. Parce que les gens, ils sont drivés que par leur propre objectif. Le market, c'est son truc, le business, c'est son truc. Personne, comme nous, product manager, product designer, peut-être, on a cette vue complète et en fait, on essaye d'être parfait parfait, d'apporter le plus de valeur sur absolument toutes les composantes de la société, pas uniquement sur le business. Comment tu gères la frustration des autres services sur la priorisation? Ouais. Parler de commerciaux, tu as le cas où on te met un pistolet sur la tempe en disant si tu le fais pas, je me barre. C'est hyper dur. Mais ça, mis à part. C'est chaud. En plus, nous, c'est une boîte de sales. Les mecs qui sont sur le terrain, c'est une galère de fou quand même. Franchement, moi, je les admire.
Bon, maintenant, ça arrive moins, mais c'est vrai qu'au début, il me disait fais ça, et parfois, je disais ouais, on va le faire, etc. Et après, il revenait, il me mettait une pression énorme. C'était dur. Bon, en fait, le truc, c'est que Product Manager, faut se faire une carapace, puis il faut dire non, et puis voilà, et puis tout le monde, maintenant, les gens t'aiment bien, mais les gens savent que t'es le mec qui dit non, quoi. Tous les Product Managers, c'est les mêmes, hein, quand je les rencontre, ils ont tous un sale caractère à la fin, ils sont tous les mecs qui à la fin, ouais, c'est le mec qui se la pète là-bas, qui dit non à tout. C'est hyper dur, quoi. Okay. Et gérer la frustration, on la gère pas, quoi, maintenant. Après, ils ont l'habitude, on a pris des bonnes décisions au fur et à mesure, quand même, j'espère. Le fait d'avoir un process qui est communiqué sur la priorisation, ça peut pas aider à... Si, parce que les gens sont hyper intelligents, ils comprennent. Mais tu sais, quand il s'agit, les BizDev, c'est un contrat, ça peut être, je dis au hasard, c'est pas ça, mais c'est 100 €, quoi. Donc bon, là, ça dépasse tout l'entendement. Quand on lui dit non, on ne peut pas faire cette fonctionnalité qui va débloquer 20 contrats et que le mec, ça lui débloque un variable de 2000 €, bon, voilà, il est tout de suite, il comprend plus le rationnel de se dire ah oui, à l'hôpital Foch, en effet, il y a 3 secrétaires qui déplacent des trucs comme ça. Ouais, d'où l'importance d'avoir des OKR qui soient alignés au sein de chacune des Exactement, équipes. Ouais. Pour éviter de se tirer dans les pattes sur les objectifs des uns des autres. Ouais. Ok. Sur cette partie priorisation, comment tu fais deux fonctionnalités égales en termes d'impact potentiel? Qui a le dernier mot et pourquoi? En fait, j'ai jamais vu ça, en fait. Franchement, 2 impacts, c'est hyper rare. Je pense que ça peut arriver en effet au début. Au début d'une startup, en effet, on ne peut pas vraiment mesurer. Donc j'imagine que, ça m'est déjà arrivé, en effet, 2 ans. On pense que c'est égal, c'est jamais égal, forcément. Donc bon, là, il faut juste discuter, il faut juste convaincre et faire le maximum pour ça. Donc j'ai pas trop de tips, à part lire un livre, je crois qu'il s'appelle Petit traité de manipulation entre gens bien, entre gens honnêtes. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Qui est top, quoi, parce que c'est un truc pour t'aider à convaincre, entre guillemets, à soft manipuler les gens, sans évidemment leur faire de mal, mais en disant, voilà, avec des postures, des façons de faire, du coup, tu arrives à faire plein de choses. Est-ce que tu aurais des conseils très concrets à donner sur comment faire une roadmap ou des trucs à éviter issus de ton expérience? Moi, je pense qu'il faut rester simple. Il faut que ce soit un document qui soit simple. Moi, les outils, aujourd'hui, je n'ai pas réussi à trouver d'outils. Et on a essayé. Là, en ce moment, on essaye un truc qui s'appelle Roadmap, je crois d'ailleurs. Product Roadmap. C'est compliqué parce que chaque société a sa spécificité, a ses façons de prioriser. Et il n'y a pas un outil pour l'instant, en tout cas que j'ai vu, qui permet de le faire. Donc je trouve que rester simple, c'est pas mal. De faire des petits carrés sur Google Slides, parfois c'est un peu emmerdant, parce que moi j'adore de bien les aligner, je ne sais pas pour vous, mais s'ils ne sont pas alignés, je pète un câble. Mais voilà, faire ça, c'est un petit moment en fait. Moi je trouve ça c'est hyper agréable. Et puis après, c'est simple à faire. Enfin moi je trouve ça simple à faire. Ça permet aussi, Google Slides, de ne pas rentrer dans un niveau de précision trop grand. Parce que si tu commences à faire des matrices avec les trucs là sur Excel, un peu comment c'est déjà ce truc incroyable, c'est macro, et que tu commences à faire des calculs, en fait, t'en finis pas et tu perds beaucoup de temps dessus, puis c'est tout le temps faux. Donc voilà, autant être vraiment faux. Hein. Donc du coup, faire des dates, ça a duré 15 jours, en fait, ça a duré un peu plus, un peu moins, un peu à la grosse maille. D'ailleurs, s'il y a des gens qui ont d'autres expériences, des grosses boîtes qui font des roadmaps beaucoup plus précis, je serais preneur de parler avec vous après. En tout cas, chez nous, pour l'instant, c'est encore très simple. Est-ce que vous essayez de balancer le nombre de fonctionnalités que vous faites par service? Je t'en mets 3 au marketing, 5 au sales, 4 aux consultants ou au service, histoire que tout le monde soit à peu près d'accord. Il y a un peu de politique parfois, on est un peu obligé de le faire. Il y a des gens qui sont qu'on laisse un peu tomber parfois. Mais finalement, c'est rapidement, le CEO Stan a rapidement dit non mais ça on s'en fout. Et en fait, au final, il a raison et il y a des trucs, parfois on se dit on va le faire pour faire plaisir. Je pense à une team, je crois qu'il n'y a personne de cette team-là, qui s'appelle la team Content, qui gère tout le content de Doctolib. C'est hyper dur, ça veut dire que c'est tout, le moindre mot qui est changé par un praticien, il tombe dans les team Content, ce sont 3 personnes. Ils n'ont aucun process bien foutu. Donc en fait, ils vont checker directement en base de données les wordings. Bon, c'est un enfer de fou. Ils sont 3 et ils pètent des câbles. Et du coup, d'ailleurs, je crois qu'il y a le PM qui s'occupe un peu de ça là-bas, Alexandre. Il y a des petites fonctionnalités à faire pour, etc. Mais à chaque fois, on dit ouais, mais bon, ces 3 personnes, c'est une galère de fou. Mais derrière, si on met
cet argent-là, on pourra aller simplifier le produit, faire gagner 1 heure en moyenne par BizDev, on pourra faire ci, etc. Donc voilà, maintenant on essaye toujours d'être ultra rationnel, ce que les gens comprennent. Alors la jeune Marguerite, donc la Head of Content, à mon avis, c'est plus compliqué de comprendre parce que c'est une galère et les filles qui travaillent avec elle deviennent folles. Mais donc voilà. Vous avez testé la méthode RICE d'Intercom, le Reach, Impact Non, je ne sais pas ce que c'est. Ok, d'accord. Une méthodologie en fait qui permet de rationaliser la priorisation des fonctionnalités sur la base, ça fait bizarre là, Reach, donc combien de personnes sont touchées, quel est l'impact potentiel de la fonctionnalité si je la développe, divisé par la ressource humaine qui est nécessaire pour la développer. Te donne un chiffre indicateur qui permet après de prioriser tes fonctionnalités. Je le faisais en fait à une époque, ça. Mais, donc j'appelais ça, enfin c'est moi qui le faisais. Et en fait, je faisais, c'est un peu pareil, je disais voilà, la valeur, donc l'impact, là c'était même pas de l'impact, je disais voilà, entre de 1 à 5, combien ça va apporter de valeur consommateur. Je donnais après la valeur technique, donc là je demandais de 1 à 5, un dev, combien ça coûtait. Et ensuite, je mettais un coefficient de complexité. Et donc ça, c'est le risque de prendre du shift. Il y a des trucs qui paraissent évidemment hyper simples, et parfois tu as des coefficients de complexité qui sont hyper forts, et du coup, c'est des projets qu'il ne faut pas forcément prioriser parce que ça peut exploser tes compteurs. Donc je faisais un peu ça. Finalement, on a arrêté parce que, je ne sais pas pourquoi on a arrêté, mais finalement, maintenant ça marche. Bon, je ne sais pas. En fait, ça apportait peu. Ça apportait peu. Ouais, ça apportait peu. On faisait des tris, des machins, on arrivait sur 5 fonctionnalités. Puis après, on remettait au prisme de choses un peu plus business. On disait maintenant, il faut faire ça, quoi. Ok. La vélocité des équipes tech, à quel point c'est important ou pas dans que ce soit la priorisation ou la roadmap tout court? Ouais, c'est évidemment clé. La vélocité. Après, c'est propre à chaque équipe, c'est propre à chaque société. Nous, on essaie pour avoir déjà, en tout cas, on est super strict. D'un point de vue PM. On essaie de faire les choses très précises, justement pour pas qu'ils perdent de temps et qu'ils aient une vélocité maximum, mais c'est clé en effet. Je n'ai pas d'autres points sur ça. J'ai une question qui est plus spécifique du coup à Doctolib, c'est vous avez racheté cet été mondocteur.fr. .com, pardon. Comment ça se passe côté produit, côté roadmap, côté fonctionnalité? Tiens, Alexandre aussi pourra nous en parler mieux, parce que c'est lui qui savait pas mal l'occuper. En fait, ça a été assez dur pour eux, parce que eux, ils sont bon. Évidemment, on est des boîtes très axées produits et beaucoup sales. Donc, quand on a racheté Mon Docteur, on a intégré absolument tout le monde. Mais on leur a dit au produit, en fait, on va shut down un peu absolument tout ce que vous avez fait depuis 3 ans, parce que nous, ce qu'on fait, c'était mieux. La vérité, c'était mieux. Je ne sais pas s'il y a des gens de Mon Docteur ici, mais il y avait 0 test chez Mon Docteur. Donc ils faisaient des releases tous les mois, nous on faisait des releases tous les jours. Enfin, c'était toute une méthodologie qui n'était pas la même, qui faisait qu'on n'était pas du tout serein avec leur environnement de travail. Donc on a shut down. Il y a quelques fonctionnalités qui nous manquaient pour être alignés. On a essayé donc de travailler en disant est-ce que ça c'est des fonctionnalités qu'on veut faire chez Doctolib. Donc c'est eux qui avaient fait. Comme justement ils ne faisaient pas de tests, etc., ils étaient très très dynamiques sur les nouvelles fonctionnalités, très agressifs. D'ailleurs sur le terrain c'était un peu chiant. Parce que tous les business disaient ouais ils ont cette fonctionnalité, Mon Docteur, nanana, etc. Bon après c'était une usine à gaz, c'était hyper lent, etc. Mais du coup ils étaient très agressifs et c'est vrai qu'ils proposaient plein de choses. Et notamment ils avaient le partage de documents. Qui est une fonctionnalité un peu clé qui n'existe pas encore chez Doctolib, mais c'est en gros pouvoir partager avec son patient un document, un compte rendu ou je sais pas quoi, ou le patient d'ailleurs. Et donc ça, c'est des choses qu'on a dû faire parce qu'il y a certains médecins qui ont fait bon non, mais c'est stupide, il faut absolument le faire. Et nous, on s'est dit bon, de toute façon, on va le faire un jour. Ok, c'est pas la priorité, mais du coup, on l'a intégré dans la roadmap pour pouvoir migrer tous ces praticiens. Sur toutes les idées un peu pas forcément farfelues, mais qui viennent un peu dans tous les sens. Tu as toi, je sais pas, un Evernote ou un document. On verra ça dans 5 ans. Non, j'ai pas cette. Je suis pas assez rigoureux pour faire ce genre de choses. Pourtant, il y a des fois, je suis un peu kéblo sur des process, mais sur ça, non. On travaille là, donc Doctolib s'agrossit, on est 700. Maintenant, on a recruté des strategy managers. Donc un strategy manager, c'est des gens qui viennent tous de chez BCG, Tickerney, etc. Et qui en fait nous aident à se dire c'est quoi le futur de Doctolib.
Et ils sont super forts, hein. Enfin, ces gens, enfin, on les connaît, hein, c'est top. Et du coup, ils analysent, ils font des benchmarks, ils crunchent la data, etc. pour réfléchir sur l'intelligence artificielle, comment on va amener le patient voir le bon docteur. On va réfléchir sur le billing, la téléconsulte. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on a sorti la téléconsulte. Voilà, c'est à ça qui nous aide. Évidemment, nous, on n'est pas des monkeys product managers, si on pourrait dire comme ça. Et donc, du coup, évidemment, on a aussi une vision qu'on verra collecter sur le terrain, en voyant les patients, en voyant les docteurs et en passant ce temps-là avec eux. Ok, top. Peut-être une dernière question, c'est plus côté investisseur. Ouais. Bon, tout le monde n'en est pas à ce stade-là, mais est-ce qu'il y a une roadmap investisseur versus une roadmap C'est un bon point. Je pense, après, si tu veux, que moi je ne fais pas partie du COMEX. Donc je pense en effet qu'il y a une roadmap investisseur. Et la roadmap investisseur, ça a dû être un moment, on rachète mon docteur, il va falloir travailler sur ça. Il y a la téléconsultation qui est clé pour nous, etc. Donc on va investir beaucoup, on investit énormément dans la téléconsulte. Bientôt, ça va venir la roadmap de l'internationalisation, comment on fait pour faire un rollout dans un pays, etc. Donc je pense que oui, c'est inscrit. En revanche, ça c'est quand je travaille avec Julien, c'est comme ça qu'il partage les choses. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a une roadmap investisseur, je pense que oui, mais ça c'est des presses de strat en fait. Ouais, ok. Je suis pas associé. D'accord. Parfait, merci beaucoup. Merci. Merci Florian. Est-ce que vous avez des questions pour Florian? Ouais. Bonsoir, merci pour la présentation. J'ai une question sur votre organisation chez Doctolib. Comment est-ce que vous répartissez du coup les équipes? Est-ce que c'est en forme de tribe? Et du coup, comment est-ce que la roadmap se divise entre les équipes pour être sûr que les équipes ne se marchent pas sur les pieds ou ne travaillent pas sur les mêmes fonctionnalités en même temps? Alors donc toutes les équipes en fait, elles ont des noms qui correspondent à leurs objectifs. Puis après, sur chaque objectif, on met des KPI, on va dire. Donc il y a des équipes qui vont être plus focus sur la partie docteur, donc l'agenda en ligne, enfin l'agenda donc sur le desktop, l'agenda mobile. Il y a des autres équipes qui vont sur la partie patient. Et il y a une autre équipe dont Alexandre fait partie, c'est la partie DBS. Donc là, c'est tous les outils internes de Doctolib et comment on facilite en fait tout ce qui se passe en interne et comment on scale la société. Et donc chaque équipe ensuite a une mission, et cette mission, elle est, comme je vous disais, elle va être donc découpée en OKR, KPI, etc. Donc on travaille par tribe. C'est des roadmaps dédiés ou c'est une roadmap macro pour toute la partie produit et chacun à l'intérieur Alors c'est une roadmap macro qu'on présente tous ensemble. En revanche, on a des objectifs différents et notre petit carré par équipe est à différentes places, mais on présente la roadmap d'une traite. Merci pour la présentation. Question sur les OKR. Je trouve la démarche assez cool, mais je me dis, est-ce que c'est pas un truc où ta boîte doit être assez mature pour le faire? Parce que toi, tu parlais de 11 initiatives stratégiques, mais quand tu n'es pas à ce point-là en fait, de maturité, de vision stratégique, comment tu fais? Parce qu'en fait, au final, tu fais juste des features must-have, nice-to-have. Moi, je suis aligné. Il y a un moment, il faut arrêter de se mettre des KPI partout. C'est important. Le premier KPI, il y a un moment, c'est déjà créer sa boîte et créer son produit et que ça marche. Tu vois. Quand je faisais l'exemple de Jesse Vent, donc les cofondateurs, quand en 3 mois, ils ont fait le produit, ils ont tout fait, en fait. Donc, c'était comment on fait pour prendre rendez-vous en ligne, comment on fait pour qu'un praticien déclare les disponibilités, etc. Donc oui, à ce moment-là, on travaille plus par des objectifs, mais qui ne sont pas mesurables. Et donc peut-être que, mesurables si. L'objectif, c'était de se dire comment on a un site fonctionnel dans 3 mois. Et je pense qu'il ne faut pas être trop jeune pour mettre des OKR, parce qu'à ce moment-là, on est un petit peu trop réduit. Il faut un petit peu voir, je pense, plus large et se dire attends, là, c'est hyper important, ça va débloquer. Ok, ça débloque pas beaucoup sur cet objectif. Par contre, c'est un KOL, c'est un mec hyper connu dans le monde de la médecine. Si tu fais ça, tous les chirurgiens vont le suivre. Donc, c'est clé de le faire. Donc, moi, je suis partisan, en tout cas, au début, d'être flex. Et quand tu mets en place du coup la condition nécessaire à l'avoir, est-ce que c'est une vision du coup très détaillée, stratégique, business, ou est-ce que c'est le rôle du produit de le faire? Tu peux répéter? Genre, par exemple, si tu mets en place des OKR, du coup, disons que tu es un peu plus avancé, est-ce que toi, tu as besoin d'avoir ces initiatives stratégiques qu'on te donne, ou est-ce que c'est quelque chose que le produit peut construire lui-même?
En fait, ouais, alors j'ai besoin des deux. Je vais te donner un exemple. Donc, il y a une initiative qui dit donc simplifier le produit, d'accord. Et nous, donc, il y a une équipe qui s'appelle l'équipe docteur, et donc l'équipe docteur doit fournir le parfait agenda, mais aussi qui est le plus simple à utiliser. Et du coup, dans cette mission de l'équipe, en fait, on découpe donc par objectif, et donc il y a un objectif de simplification, et donc ça fait écho à l'initiative Strat de simplification. Nous ensuite, quand on va faire de la priorisation, on va un petit peu regarder les initiatives, comment elles sont classées, et on va se rendre compte que la simplification, c'est clé, c'est la deuxième initiative Strat de Doctolib VS, la 11, qui va être, je ne sais plus ce que c'est, mais qui est clé, mais qui est moins importante que la top 1 et la top 2. Donc ouais, c'est intéressant parce que justement, ça nous permet de donner une direction dans la priorisation. Et puis ensuite, ça nous permet aussi de découper les équipes, mais ça, c'est un travail, on va dire, plus d'organisation. Juste pour continuer sur les OKR, hein, parce que c'est un gros sujet, c'est un énorme sujet pour tous les directeurs produits, partout, clairement. C'est hyper compliqué de se l'approprier. Déjà, rassurez-vous, il y a une règle qui veut que les OKR, on les met en place 3 fois avant que ça réussisse. Donc ça, je l'ai vécu, donc je le sais. Et pour aller dans le sens de ce que tu disais, Florian, c'est le principe d'un OKR, c'est l'OKR, l'objectif est défini au niveau strat par la boîte. Les key results sont en partie remontés par les équipes. Donc le côté opérationnel remonte, qui permet en fait de s'aligner avec l'objectif qui est défini. Mais c'est pas juste de haut en bas, mais c'est aussi de bas en haut. Donc il y a une espèce de juste équilibre qui est hyper compliqué à trouver, mais qui permet justement aux équipes, les product managers, les PO, tous ceux qui sont dans les équipes produits, de dire voilà, je pense qu'il y a un potentiel là-dessus. Est-ce qu'il y a une autre question ? Non. Ok, merci beaucoup Florian. Merci. Merci.